Exercice pratique de méditation vipassana. Les instructions suivantes ont été exposées par le vénérable Mahasi Sayadaw à ses disciples pour les introduire à la méditation vipassana au centre de méditation de Tata Yekta à Rangoon, en Birmanie. La pratique de vipassana, ou méditation de la connaissance intérieure, est l'effort fait par le méditant pour comprendre correctement la nature des phénomènes physiques et psychiques survenant dans son propre corps. Les phénomènes physiques représentent les choses ou les objets que l'on perçoit clairement autour de soi. La totalité de notre corps que nous percevons clairement constitue aussi un groupe de qualités matérielles appelé rupa. L'esprit ou phénomènes mentaux ou encore action de la connaissance ou pleine conscience est appelé nama. Ces nama et rupa ou phénomènes mentaux et physiques sont clairement perçus dans leur manifestation toutes les fois que l'on voit, entend, sent, goûte, touche ou pense. Nous devons nous en rendre conscients en les observant et en les notant. Ainsi, lorsque nous voyons quelque chose, il faut noter, voir, voir. Lorsque nous entendons, entendre, entendre. Lorsque nous sentons, sentir, sentir. Lorsque nous goûtons, goûter, goûter. Lorsque nous touchons, toucher, toucher. Ou lorsqu'une pensée apparaît, penser, penser. Chaque fois que nous voyons, entendons, sentons, goûtons, touchons et pensons, nous devons prendre note du fait. Mais au début de notre pratique, nous ne pouvons pas noter chacun de ces événements. C'est pourquoi nous devons commencer par noter les événements les plus faciles à percevoir. À chaque respiration, l'abdomen, dont les mouvements sont toujours évidents, s'élève et s'abaisse. Cette qualité matérielle correspond à Vayodhatu, élément vent ou mouvement. Nous devons commencer par noter ce mouvement en dirigeant l'attention sur ce mouvement même. Nous allons découvrir que l'abdomen se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Le soulèvement doit être noté mentalement par soulever, soulever, et l'abaissement, abaisser, abaisser. Si avec la note mentale le mouvement n'est pas évident, il faut maintenir la paume de notre main au contact de l'abdomen. Il ne faut pas commander le rythme de la respiration, ne pas la ralentir ni l'accélérer, ni respirer trop vigoureusement non plus, au risque de se fatiguer. Respirez calmement comme à l'ordinaire et notez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen comme ils apparaissent. Notez mentalement et non verbalement. Dans la méditation vipassana, ce que vous nommez ou dites n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir ou de percevoir. En notant le soulèvement de l'abdomen, faites comme si vous voyiez de vos propres yeux, du début jusqu'à la fin du mouvement. Procédez de même avec l'abaissement. Notez de telle façon que la conscience du mouvement soit en accord avec le mouvement lui-même. Le mouvement et la conscience mentale du mouvement doivent s'imbriquer à la manière d'une pierre qu'on lance, frappe la cime. Il se peut que l'esprit vagabonde pendant que vous notez le mouvement de l'abdomen. Ceci doit aussi être observé mentalement par vagabonder, vagabonder. Après avoir noté une ou deux fois que l'esprit commence à vagabonder, il faut retourner à l'abdomen et noter son soulèvement et son abaissement. Si l'esprit visualise quelque chose, notez, visualisez, visualisez, puis retournez au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. Si vous vous imaginez rencontrer quelqu'un, notez, rencontrer, rencontrer. Si vous vous imaginez rencontrer et parler à quelqu'un, notez, parler, parler. Bref, quelle que soit la pensée ou l'objet qui apparaît, vous devez le noter. Si vous imaginez, notez, imaginez. Si vous pensez, notez, pensez. Si vous faites des projets, projetez. Si vous percevez, percevoir.
Si vous réfléchissez, réfléchir. Si vous vous sentez heureux, notez heureux. Si vous vous sentez ennuyé, ennuyé. Si vous vous sentez content, content. Si vous vous sentez troublé, troublé. Notez toutes ces activités de la conscience s'appellent en pali Chittanupassana. C'est parce que nous n'arrivons pas à noter les activités de la conscience que nous tendons à les identifier à une personne ou à un individu. Ainsi, nous avons tendance à imaginer qu'il y a un moi qui imagine ou qui pense, projette, sait et perçoit. Nous pensons qu'il y a une personne qui, de l'enfance jusqu'à la mort, a vécu et a pensé. En réalité, une telle personne n'existe pas. Au lieu de cela, il n'y a seulement qu'une succession continue d'actions de la conscience. C'est pourquoi nous devons noter ces activités de la conscience et les noter telles qu'elles sont. Ainsi, nous devons noter chaque action de la conscience dès qu'elle apparaît et qu'elle devient évidente. Noter de telle sorte, elle a tendance à disparaître. Alors nous retournons au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. Lorsque vous êtes assis en méditation pendant un certain temps, les sensations de raideur et de chaleur vont se manifester dans votre corps. Ces sensations doivent être aussi notées soigneusement. De même pour les sensations de douleur et de fatigue. Toutes ces sensations s'appellent en pali dukkha vedana, c'est-à-dire le sentiment d'insatisfaction. Et le fait de le noter s'appelle vedana vipassana. La défaillance ou l'omission dans l'observation de ces sensations vous amène à penser « je suis tout raide » ou « j'ai chaud » ou « je souffre ». À un moment, j'étais prêt à me lever et maintenant j'arrive à supporter ces sensations désagréables. L'identification avec ces sensations, avec l'ego, est erronée. Il n'y a réellement pas de je ou de moi qui soit impliqué, mais seulement la succession de sensations nouvelles ou désagréables les unes après les autres. C'est juste comme les nouvelles impulsions électriques successives et continues qui illuminent une lampe. Chaque fois que le corps expérimente des contacts désagréables, les sensations désagréables apparaissent les unes après les autres. Il faut noter ces sensations soigneusement et attentivement, que cela soit des sensations de raideur, de chaleur ou de douleur. Au commencement de la pratique de la méditation, ces sensations peuvent avoir tendance à s'accentuer et à amener le méditant à désirer changer de position. Ce désir doit aussi être noté, après quoi le méditant doit revenir à l'observation de ces sensations de raideur, de chaleur ou de douleur. La patience mène au nibbana. Cette qualité est la plus appropriée à l'effort de la méditation. La méditation nécessite de la patience. Si on bouge ou change de position trop souvent, parce qu'on ne peut pas être patient avec les sensations de raideur, de chaleur ou de douleur qui apparaissent, la bonne concentration ou samadhi ne peut pas se développer. Sans le développement de samadhi, il ne peut pas y avoir de connaissance intérieure, et sans connaissance intérieure, pas de réalisation de magga, ou le sentier qui mène au nibbana, ni de phala, le fruit de ce sentier, et finalement du nibbana. C'est pourquoi la patience est nécessaire à la méditation. Il faut être patient avec les sensations désagréables du corps, comme la raideur, la chaleur ou la douleur, et avec les autres sensations qu'il est difficile de supporter. Il faut les tolérer avec soin et attention, c'est-à-dire être pleinement conscient d'elles, telles qu'elles apparaissent. On ne doit pas renoncer immédiatement à sa méditation, à l'apparition de telles sensations, et ni changer sa posture. On doit juste continuer patiemment en notant par exemple raideur, raideur, ou dureté, dureté, etc. Les sensations de cette sorte vont disparaître si on persiste à les noter patiemment. Si la concentration est bonne et vigoureuse, même des sensations intenses tendront à disparaître. On revient alors au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. Si d'une part ces sensations ne disparaissent pas, même après les avoir notées pendant longtemps,
et que d'autre part elles deviennent insupportables, il est bien sûr possible de changer de position. On doit alors commencer à noter désir de changer, désir de changer. Si le bras se lève, notez lever, lever. S'il se déplace, notez déplacer, déplacer. Le changement doit se faire doucement et doit être noté ainsi. Lever, lever, déplacer, déplacer, toucher, toucher. Si le corps oscille, notez osciller, osciller. Si le pied se lève, notez lever, lever. S'il se déplace, notez déplacer, déplacer. S'il s'abaisse, notez abaisser, abaisser. S'il n'y a pas de changement, mais seulement un arrêt statique, retournez au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. Il ne doit pas y avoir de pause entre-temps, mais seulement la continuité entre la précédente action de noter et la suivante, entre le précédent samadhi, ou état de concentration, et l'état de concentration suivant. C'est alors seulement que le méditant expérimentera une progression ascendante des états de maturité et de connaissance intérieure. Magga et Phalanyana, ou la connaissance du sentier et de sa réalisation, sont atteints seulement lorsqu'il y a cette sorte d'accélération. Le méditant doit progresser comme s'il produisait du feu en frottant ensemble deux bouts de bois avec énergie et acharnement jusqu'à atteindre l'intensité de chaleur nécessaire, c'est-à-dire quand la flamme apparaît. De la même manière, l'observation dans la méditation vipassana doit être continue et soutenue, sans aucun intervalle de repos entre deux actions de noter, quel que soit le phénomène qui apparaît. Par exemple, si une sensation de démangeaison fait survenir le désir de se gratter, parce qu'il est pénible pour le yogi de supporter la démangeaison, celui-ci doit noter et la sensation et le désir de s'en débarrasser, sans se débarrasser immédiatement de la sensation en se grattant. Si on persévère à noter de la démangeaison, elle finit généralement par disparaître. Dans ce cas, on retourne au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. Mais si la démangeaison ne disparaît vraiment pas, on peut l'éliminer en se grattant. Mais avant tout, il faut soigneusement noter le désir de le faire, puis noter tous les mouvements impliqués dans le processus d'élimination de ces sensations, et tout particulièrement le toucher, les mouvements de tirer, de pousser et de gratter, avec un éventuel retour au mouvement de l'abdomen. Chaque fois que vous effectuez un changement de posture, vous commencez par noter l'intention ou le désir de faire le changement, puis continuez à noter de près les mouvements, comme se lever de la position assise, lever le bras, le tendre. Vous devez effectuer le changement en même temps que l'observation du mouvement. Quand votre corps penche en avant, notez-le. Quand vous vous levez, le corps devient léger et se soulève. En concentrant votre esprit là-dessus, vous notez doucement, lever, lever. Le yogi doit se comporter comme s'il était invalide. Les gens en bonne santé se lèvent rapidement et comme il faut. Mais ce n'est pas le cas des invalides, qui doivent se lever lentement et doucement. Il en va de même pour ceux qui souffrent de maux de dos. Ils se lèvent avec douceur pour éviter les douleurs et autres désagréments. C'est ainsi que doit se comporter le yogi, c'est-à-dire changer de posture progressivement et doucement. Dans ces conditions, l'attention, la concentration et la connaissance intérieure pourront se développer et mûrir peu à peu. Commencez donc par des mouvements calmes et soigneux. Quand il se lève, le yogi doit se mouvoir comme une personne souffrant de quelque maladie, sans oublier de noter, au même moment, lever. En outre, quand le yogi voit, il doit faire comme si en fait il ne voyait pas. De même avec les oreilles qui entendent. Dans la méditation, le seul devoir du yogi est d'être attentif et de noter. Ce qu'il voit ou entend n'est pas son affaire. Aussi étrange et frappant que puissent être les objets de sa vue ou de son audition, il doit se comporter comme s'il ne les voyait ou ne les entendait pas. Simplement noter avec soin. Dans ces mouvements, le yogi doit jouer à l'handicapé, c'est-à-dire bouger doucement bras, les jambes, les pliant ou les étirant, baisser ou lever la tête. Tous ces mouvements doivent être effectués soigneusement. Vous levant de la position assise, vous devez le faire progressivement et noter lever, lever. Une fois debout, notez debout, debout.
Lorsque vous regardez ici et là, notez regardez, regardez. Lorsque vous marchez, notez les pas, qu'ils soient faits avec le pied droit ou le pied gauche. Tous les mouvements successifs impliqués doivent être notés, du soulèvement du pied à son abaissement. Notez chaque pas effectué, qu'il parte du pied gauche ou du pied droit. Ceci est la façon de noter quand on marche rapidement. Noter de cette manière suffit lorsque vous marchez rapidement ou lorsque vous parcourez une certaine distance. Mais en marchant lentement ou pendant la méditation marcher, il faut noter à chaque pas 3 mouvements. Quand le pied est soulevé, quand il est avancé et quand il est abaissé. Au soulèvement du pied, on doit être bien attentif au soulèvement du pied. De même, à l'abaissement, on doit être attentif au mouvement descendant du pied et à sa lourdeur. Ainsi doit-on marcher en notant le soulèvement et l'abaissement de chaque pas. Après environ 2 jours, cette technique de noter deviendra plus naturelle. Alors, poursuivez en notant les 3 mouvements décrits précédemment comme suit. Soulever, avancer, abaisser. Au commencement, il suffit de noter seulement 1 ou 2 mouvements, c'est-à-dire pied gauche, pied droit, lors de la marche rapide, et soulever, abaisser lors de la marche lente. Si pendant la marche, vous voulez vous asseoir, notez l'intention. Intention de s'asseoir, intention de s'asseoir. Pendant que vous vous asseyez, observez attentivement la pesanteur du mouvement descendant de votre corps. Une fois assis, notez les mouvements de vos jambes et de vos bras. Mais quand il n'y a plus de mouvement, mais seulement l'immobilité du corps, notez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Si alors apparaissent des sensations d'ankylose du corps ou des membres, ou des sensations de chaleur dans une partie du corps, notez-les soigneusement et retournez au mouvement de l'abdomen et d'abaissement de l'abdomen. Si le désir de vous allonger apparaît, notez-le et observez les mouvements de vos bras et de vos jambes pendant que vous vous allongez. Le soulèvement du bras, le contact du coude avec le sol, le balancement du corps, l'étirement des jambes et le mouvement progressif d'inclinaison du corps lorsque l'on se prépare à s'allonger. Tous ces mouvements doivent être notés. Noter ainsi lorsque vous vous allongez est très important. Au cours de ce mouvement, vous pouvez acquérir la connaissance distinctive de Magga et Phalanyana, ou la connaissance du sentier et de sa réalisation. Lorsque la concentration de l'esprit ou samadhi et la connaissance intérieure ou jnana sont développées à maturité, cette connaissance distinctive peut survenir à n'importe quel moment, lors d'un simple pliement ou d'un simple étirement du bras. Comme illustration, voici une histoire qui s'est déroulée du temps du Bouddha, juste après sa mort, lorsque son intendant personnel, le vénérable Ananda, âgé de 85 ans, devint un être pleinement réalisé ou un arahant. Durant la nuit à la veille du premier concile bouddhiste, le vénérable Ananda essayait assidûment d'atteindre l'état d'arahant. Il pratiquait la méditation vipassana toute la nuit, notant les pas gauche et droite, le soulèvement, l'avance et l'abaissement du pied, observant un événement après l'autre, le désir mental de marcher et les mouvements physiques impliqués dans chaque pas. Malgré tous ses efforts, il n'arrivait toujours pas à atteindre l'état d'arahant. Réalisant qu'il pratiquait la méditation marchée exagérément, ce qui déséquilibrait sa concentration ou samadhi et son effort ou virya, il décida de pratiquer un moment la méditation dans la position couchée. Il entra dans sa chambre, s'assit sur sa couche et alors commença à s'allonger. Tout en s'allongeant et en notant soigneusement s'allonger, s'allonger, il atteignit en un instant l'état complet d'arahant. Le vénérable Ananda n'était jusqu'alors qu'un sotapanna, c'est-à-dire quelqu'un qui entrait dans le fleuve et qui n'avait réalisé que la première étape du sentier qui mène au Nibbana, et ceci avant qu'il ne s'allongeât sur sa couche. De l'état de sotapanna, il continua de méditer et atteignit l'état de sakadagami, deuxième étape de l'illumination, ou état de celui qui ne revient plus qu'une fois. La troisième étape est l'état d'anagami, ou celui qui ne revient pas. Et finalement, l'état d'arahant, l'état des êtres nobles qui ont atteint la dernière et ultime étape du sentier vers l'illumination. Atteindre ces 3 dernières étapes du noble sentier
ne demande qu'un court instant. Pensez seulement à l'exemple du vénérable Ananda et de sa réalisation de l'état d'Arahant. Une telle réalisation peut arriver à n'importe quel moment et ne prend pas vraiment beaucoup de temps. C'est pourquoi le yogi doit toujours noter et observer avec diligence. Il ne doit pas se relâcher dans son observation. Donc, tous les mouvements impliqués dans l'allongement du corps doivent être notés le plus soigneusement possible, et ceci inlassablement. S'il n'y a pas de mouvement, mais plus que la tranquillité du corps, le yogi retourne au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. Même s'il se fait tard et qu'il est l'heure d'aller dormir, le yogi ne doit pas encore aller dormir et laisser tomber son état d'éveil. Un méditant vraiment sérieux et énergique doit s'acharner à pratiquer la pleine conscience jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il doit donc continuer à méditer jusqu'à ce que le sommeil arrive. Si la méditation est bonne et quelque peu mûre, il ne va pas s'endormir. Néanmoins, occasionnellement, la torpeur apparaît et le yogi s'endort. S'il est somnolent, il doit noter somnolent, somnolent. Si les paupières tombent, il note tomber, tomber. Si elles deviennent lourdes, il note lourde, lourde. Si elles se fatiguent, il note fatigue, fatigue. Si elles font mal, il note douleur, douleur. En notant ainsi, la somnolence peut passer et les yeux redevenir clairs. Le yogi doit alors noter clair, clair et continuer à noter le mouvement de l'abdomen. Le yogi a beau méditer avec persévérance, si une véritable torpeur surgit, il va s'endormir. Ce n'est pas difficile de s'endormir, en fait, c'est même très facile. Si vous méditez dans la position allongée, la torpeur vous prend progressivement et vous finissez par vous endormir. C'est pourquoi le méditant débutant ne doit pas méditer trop longtemps en position allongée. Pour méditer, il doit préférer la position assise et la marche. Mais s'il est tard et que c'est l'heure d'aller dormir, il doit méditer en position allongée et noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Il va alors naturellement et automatiquement s'endormir. Les heures de sommeil correspondent au temps de repos pour le méditant, mais un méditant vraiment sérieux doit essayer de limiter son sommeil à 4 heures, c'est-à-dire jusqu'à minuit, comme le permettait le Bouddha. 4 heures de sommeil suffisent dans la plupart des cas. Si le méditant débutant pense que 4 heures de sommeil nuisent à sa santé, il peut augmenter jusqu'à 5 ou 6 heures. 6 heures de sommeil garantissent une bonne santé pour la majorité des personnes. Quand le yogi se réveille, il doit reprendre son observation. Quelqu'un qui aspire à atteindre l'illumination, c'est-à-dire Magga et Phalanyana, ne doit relâcher ses efforts de méditation que pendant le sommeil. Sinon, pendant le temps d'éveil, il doit observer et noter continuellement et sans repos, aussi clairement que possible. C'est pourquoi, dès qu'on s'éveille, on doit noter l'état d'éveil de l'esprit de cette façon. Éveil, éveil. Au cas où on n'arriverait pas encore à en prendre conscience, on doit noter, le cas échéant, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Si l'on veut se lever du lit, il faut noter l'intention de se lever du lit, puis observer les mouvements des bras et des jambes. Quand on lève la tête, on note lever, lever. Une fois assis, notez assis, assis. Noter avec clarté et soin tous les mouvements de son corps est extrêmement important. Si le corps n'effectue plus aucun mouvement, il faut retourner au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. On doit être aussi attentif quand on se lave le visage ou quand on prend une douche. Même si la plupart des mouvements impliqués dans sa toilette sont plutôt rapides, on doit malgré tout essayer d'en observer le plus possible. S'habiller, faire son lit, ouvrir et fermer la porte sont autant d'actions qu'il faut observer avec précision. À l'heure du repas, quand le yogi regarde la table, il note regarder, voir, regarder, voir. Il lui faut aussi observer soigneusement et sans relâche. Quand il tend le bras vers la nourriture, la touche, la prend, la manie, la porte à sa bouche. Quand il baisse la tête, met le morceau dans sa bouche, abaisse le bras et puis enfin relève la tête. Cette façon de noter correspond à la manière birmane de prendre le repas. Ceux qui utilisent la fourchette, la cuillère ou les baguettes doivent trouver une façon appropriée de noter. Quand le méditant mâche la nourriture, il note
mâcher, mâcher. Quand il reconnaît le goût de la nourriture, il note reconnaître, reconnaître. Il faut aussi noter quand on avale la nourriture et qu'elle descend dans l'œsophage, mais également tout autre phénomène qui apparaît, bouchée après bouchée. Quand le yogi mange sa soupe, il note le bras qui se tend vers l'assiette, la main qui tient la cuillère et qui prend la soupe, etc. Noter tout cela à l'heure du repas est plutôt difficile, car il y a tant de choses qui apparaissent. Le débutant va d'abord omettre de noter plusieurs détails qui en fait doivent être observés. Mais il doit être résolu à noter tous les phénomènes le mieux qu'il le peut. Le yogi n'y peut évidemment rien s'il oublie ou néglige quelque chose. Mais une fois que la concentration ou samadhi sera fermement établie, il sera capable de noter tous ces phénomènes. On a mentionné de nombreuses choses que le yogi doit observer et noter. Mais dans quelques cas, il n'y a que peu d'objets à noter. Comme pour la marche rapide, on note pas droit, pas gauche. Et la marche lente, soulevée, abaissée. Dans la position assise, il faut seulement noter le mouvement de l'abdomen, de même qu'en position allongée, si aucun objet secondaire n'apparaît. Si l'esprit vagabonde, on note cette action de l'esprit qui survient, puis on retourne au soulèvement et à l'abaissement de l'abdomen. Il faut aussi noter les sensations de raideur, de douleur et de démangeaison au moment où elles apparaissent, puis retourner au mouvement de l'abdomen. Il faut également noter quand on plie, tend et bouge les membres, quand on abaisse et relève la tête, quand on tend le corps et le fait pivoter, puis on retourne au mouvement de l'abdomen. Si le yogi persévère dans cette démarche, il va pouvoir noter de plus en plus d'événements. Au début, quand l'esprit vagabonde, ici et là, il se peut que le yogi néglige beaucoup de choses, mais il ne faut pas qu'il se décourage. Chaque débutant rencontre les mêmes difficultés, mais avec la pratique, il prendra conscience de l'esprit chaque fois que celui-ci vagabonde, jusqu'à ce que l'esprit ne vagabonde plus du tout. L'esprit est alors focalisé sur l'objet de son attention. L'attention et l'objet de l'attention, tels que le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, procéderont alors simultanément. En d'autres termes, le soulèvement de l'abdomen s'accorde avec l'attention qui le note, et il en va de même pour l'abaissement de l'abdomen. L'objet physique de l'attention et l'action mentale d'observer se rencontrent quand ils apparaissent. Dans cette rencontre n'est impliquée aucune personne ou individu. C'est seulement l'objet physique de l'attention et l'action mentale d'observer qui se rencontrent quand ils apparaissent. Le yogi va en fait expérimenter personnellement ces faits en temps voulu. En observant le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, il va distinguer le soulèvement de l'abdomen comme phénomène physique et l'action mentale d'observer comme phénomène psychique. Il en va de même pour l'abaissement de l'abdomen. Alors le yogi va clairement réaliser l'apparition simultanée et en paire des phénomènes physiques et psychiques. À chaque action de noter, le yogi va clairement comprendre qu'il y a seulement d'une part la qualité matérielle qui représente les objets de l'attention et d'autre part la qualité mentale qui prend note de ces objets. Cette compréhension discriminative s'appelle Nama-Rupa Ariccheda Jnana, le commencement de Vipassana Jnana. Il est important d'obtenir cette connaissance correctement. À cette connaissance va succéder la connaissance qui distingue la cause et son effet, connaissance qui s'appelle Kachaya Peigaha Jnana. En continuant à méditer, le yogi va réaliser pour elle-même que toutes les choses apparaissent puis disparaissent après un moment. Ordinairement, les gens supposent que les phénomènes matériels et mentaux perdurent tous deux durant toute leur vie, de la jeunesse à l'âge adulte. En fait, ce n'est pas ainsi. Il n'y a aucun phénomène qui dure pour toujours. Tous les phénomènes apparaissent et disparaissent si rapidement qu'ils ne durent même pas le temps d'un clin d'œil. Le yogi va connaître ces phénomènes en eux-mêmes s'il persévère à les noter avec soin. Il en arrivera à être convaincu de l'impermanence de tous les phénomènes physiques et mentaux. Cette connaissance intérieure s'appelle Anicca Nupassana Jnana, connaissance à laquelle fera suite Dukkha Nupassana Jnana, qui réalise que tout ce qui est impermanence porte souffrance. Le méditant tôt ou tard rencontre toutes sortes d'épreuves en son corps, qui n'est rien d'autre qu'un agrégat de souffrance. Cela aussi est Dukkha Nupassana Jnana. Puis le yogi va avoir la conviction que tous ces phénomènes psychophysiques se produisent de leur propre gré, ne suivant la volonté de personne, et ne sont sujets au contrôle de personne.
Ils constituent des entités non individuelles ou non égaux. Cette réalisation, c'est Anatta Nupassana Jnana. En continuant à méditer, le méditant va réaliser fermement que tous ces phénomènes sont anicca ou impermanents, dukkha ou insatisfaction, et anatta ou vide d'une entité personnelle et permanente. Puis il atteindra l'étape qui mène au Nibbana. Tous les Bouddhas, Arahants et Aryas réalisent le Nibbana en suivant cette voie même. Tous les yogis doivent reconnaître qu'ils marchent eux-mêmes sur cette voie du Satipatthana pour l'accomplissement de leur désir d'atteindre Magga-jnana ou la connaissance du sentier et Phala-jnana ou la connaissance de la réalisation du sentier et finalement Nibbana Dhamma tout en faisant mûrir leur parami ou la perfection de la vertu. Ils doivent être contents de la perspective d'expérimenter d'une part le noble samadhi ou tranquillité de l'esprit qui résulte de la concentration et d'autre part jnana ou la connaissance transcendantale ou sagesse expérimentée par les Bouddhas, Arahants et Aryas. Il ne faudra alors pas beaucoup de temps avant qu'ils n'expérimentent eux-mêmes Magga et Phala Jnana et Nibbana Dhamma expérimentés par les Bouddhas, Arahants et Aryas. Il est en fait tout à fait possible que ces états particuliers de l'esprit puissent être expérimentés en l'espace d'un mois, de 20 ou de 15 jours de pratique de méditation. Ceux dont les paramis sont exceptionnels peuvent expérimenter ces dhammas même en 7 jours. Le yogi doit être confiant et savoir qu'il peut atteindre ces dhammas en un espace de temps spécifié plus haut, qui va être libre de sakyaditi ou la croyance en un ego ou entité personnelle et permanente, et de vicikiccha ou doute ou incertitude, et finalement sauvé du danger de renaître dans les mondes inférieurs de souffrance. Il doit avancer dans sa méditation avec cette confiance et cette foi. Puissiez-vous tous bien pratiquer la méditation et atteindre rapidement le Nibbana que les Bouddhas, les Arahants et les Aryas ont expérimenté.